5000 obus incandescents déchirent l'air chaque minute. Le hurlement continu de la double salve sature l'environnement immédiat, tandis que le lourd châssis tressaille sous la force du recul. Dans leurs conteneurs étanches, 12 missiles de précision attendent l'ordre de lancement. Chaque projectile file à 1000 mètres par seconde, franchissant la barre de Mach 3 pour intercepter les cibles supersoniques en plein vol. 5000 munitions, 12 missiles, 6 secondes de temps de réaction maximale. Identifié sous l'appellation militaire Pantsir S-1, cet engin a pourtant failli disparaître durant l'effondrement financier post-soviétique. Sa renaissance a rapidement forgé un atout géopolitique majeur pour l'État. Désormais montés sur d'imposants porteurs tout-terrain Kamaz, ces batteries antiaériennes quittent le territoire national pour honorer des contrats d'exportation avec les Émirats arabes unis. Aujourd'hui, ces blindés s'imposent sur les marchés d'exportation. Mais à la fin des années 80, les rapports soviétiques dressaient un bilan différent. Le complexe antiaérien Tunguska brillait dans sa fonction d'origine. Il accompagnait efficacement les colonnes blindées en mouvement. Cependant, l'armée devait désormais protéger des cibles immobiles. Les systèmes stratégiques à longue portée, comme les S-300, restaient statiques. Leur sécurité exigeait un bouclier rapproché. La nature de la menace changeait. Les missiles de croisière dictaient de nouvelles règles tactiques. Des armes américaines, comme le Tomahawk, volaient à ras du sol. Elles épousaient le relief géographique. Cette approche furtive modifiait les anciennes exigences d'altitude pour une interception réussie. Les premiers drones de reconnaissance apparaissaient sur les écrans radars. Les bombes planantes atteignaient leur cible après des dizaines de kilomètres de vol. La distance avantageait l'attaquant. Les stratégies habituelles présentaient des limites face à cette précision. La doctrine militaire soviétique imposait une révision immédiate des priorités. Les aérodromes et les postes de commandement réclamaient une couverture spécifique. L'état-major a documenté ce besoin capacitaire avec précision. Une directive formelle ordonnait la conception d'un complexe dédié exclusivement à la défense tactique des batteries à longue portée. 1990 transposa la directive militaire directement dans les halls d'assemblage. Le bureau de conception d'instruments de Tula reçut la commande formelle de couvrir les batteries S-300. Cet institut d'armement fondé en 1927 mobilisa toutes ses ressources. Le cahier des charges exigeait une unité tactique autonome pour escorter les grands convois. La réponse de l'appareil d'État prit forme en quelques mois. Les ingénieurs unirent des canons automatiques à tir rapide et des missiles anti-aériens sur un seul châssis à roues sous l'indice 96KA6. Cette architecture garantissait une mobilité constante sur l'ensemble du réseau routier. Le processus de création gardait l'élan de la fin de l'ère soviétique. L'assemblage nécessita très peu de temps. L'éclat métallique du premier prototype illumina le stand d'une exposition internationale. Les attachés militaires analysèrent la mécanique de cette tourelle hybride. La présentation inaugurale de la machine se déroula en 1994. Cette exposition de 1994 révéla des défauts technologiques critiques que le gouvernement russe n'avait plus les ressources financières pour corriger. Un ingénieur du bureau de Tula rangeait définitivement ses outils dans une caisse. Il partait tenir un stand sur les marchés locaux afin de nourrir sa famille. Les inspecteurs militaires avaient consigné une portée de tir de seulement 12 km pour la première génération de missiles. L'état-major exigeait de son côté une distance de couverture d'au moins 20 km pour justifier le déploiement opérationnel. De surcroît, le châssis demeurait incapable de faire feu en roulant, et l'équipement radar peinait à verrouiller les cibles agiles. L'armée refusa logiquement de signer les documents d'acceptation de ce premier blindé. La paralysie du secteur militaire dépassait largement les limites de la conception mécanique. Au milieu de la décennie, les commandes publiques destinées à l'armement lourd chutèrent de plus de 80% sur le territoire national. Le financement de l'État s'interrompit du jour au lendemain, privant les constructeurs des capitaux requis pour financer les tirs d'essai. Les ingénieurs durent abandonner leurs plans techniques sur de vastes tables de travail afin de survivre au krach économique des années 1990. Une fine pellicule de poussière grise recouvrit progressivement les optiques de visée du prototype, figé au centre d'un hall de production devenu parfaitement silencieux. Les usines de la région perdaient chaque mois des dizaines d'experts chevronnés, forcés de chercher des revenus de substitution dans le commerce de rue. Pourtant, le destin de cet équipement de défense relégué sous de vieilles bâches allait très bientôt connaître une réorientation brutale. Le projet s'arrêta net. Le prototype gelé de Tula a capté l'attention des acheteurs du Moyen-Orient.
Le salut du complexe anti-aérien n'est pas venu de Moscou. Il a émergé des États du Golfe Persique, désireux de s'affranchir des livraisons occidentales. 734 millions de dollars. Ce financement massif a ressuscité un projet figé. Les Émirats arabes unis disposaient alors d'un budget de défense dépassant les 2 milliards de dollars annuels. Cette manne financière permettait de dicter des conditions strictes aux usines étrangères. Abu Dhabi refusait les contrats européens, car ces achats impliquaient systématiquement des concessions politiques. Le châssis inachevé de Tula offrait une alternative. Il combinait canons et missiles sur une plateforme unique. Les délégations émiraties ont transmis des dossiers volumineux. Elles ont posé leurs exigences sur la table. Le cahier des charges ignorait les standards soviétiques. Le paramètre central ciblait l'environnement physique. Les spécifications imposaient un fonctionnement sous des températures de 50 degrés Celsius. L'équipement devait affronter les violentes tempêtes de sable du Golfe Persique. Le désert dicte ses propres lois tactiques. La chaleur constante détruit les circuits mal isolés. Le sable fin bloque la mécanique. Ce complexe devait survivre à cette rudesse sans exiger une maintenance lourde. Les servants arabes ne possédaient pas l'expérience des écoles d'artillerie russes. La gestion des tirs devait rester intuitive. La distance d'interception formait l'autre obstacle technique. L'armée locale voulait protéger ses terminaux pétroliers contre les frappes de missiles de croisière. Une portée de 12 km ne suffisait plus. Les généraux ont exigé un rayon d'action de 20 km. C'était la condition finale. En contrepartie, Abu Dhabi assumait la totalité du développement. L'accord pour 734 millions de dollars a été signé en l'an 2000. Ces capitaux étrangers ont réanimé le bureau d'études. Les ingénieurs russes sont retournés dans les ateliers de Tula pour concevoir de nouveaux plans. L'indépendance financière offerte par les partenaires arabes a permis d'amorcer le remplacement de l'armement d'origine. 1300 mètres par seconde pour l'étage de croisière et 20 km de portée. Ce résultat exigeait une nouvelle mécanique, à commencer par le retrait de l'ancien canon. Les concepteurs ont installé le double canon anti-aérien de 30 mm modèle 2A38M. La cadence atteignait 5000 coups par minute grâce au tir alterné. Le premier tube s'embrasait, puis le second prenait le relais, projetant l'obus à 960 mètres par seconde. La chaleur des canons était compensée par le sifflement du refroidissement par évaporation autonome. 40 degrés Celsius représente la température diurne de la péninsule arabique, rendant ce dispositif climatique incontournable pour le contrat. L'évolution du complexe nécessitait ensuite un vecteur d'interception inédit pour couvrir la zone d'exclusion exigée par le client. La conception du missile 57E6 s'articulait autour d'une architecture bicalibre spécifique. Le lancement s'effectuait avec un bloc d'accélération mesurant 170 mm de diamètre. Une fois la propulsion initiale épuisée, ce segment se détachait pour laisser place à l'étage de croisière de 90 mm. Cette réduction du profil aérodynamique facilitait le maintien de la vitesse durant toute la trajectoire d'interception. L'allègement structurel garantissait les 20 km de rayon d'action stipulés par les Émirats arabes unis. Chaque vecteur pesait 94 kg à l'intérieur de son conteneur de lancement hermétique. L'optimisation du propulseur a libéré de l'espace interne pour maximiser l'efficacité destructrice de l'arme lors de l'impact. La charge militaire pesait 20 kg et contenait des éléments vulnérants de type tige d'acier. L'intégration de ces nouveaux missiles exigeait obligatoirement la mise en place de radars de guidage indépendants. En 2009, les premiers systèmes de série quittaient les chaînes de production russes. Ils embarquaient sur des navires cargo à destination des Émirats arabes unis. Le prototype d'essai devenait un véritable produit d'exportation militaire. Les concepteurs avaient doté la machine de 3 radars distincts pour la recherche et le tir. La station de détection repérait jusqu'à 20 objets volants simultanément. Le radar de poursuite utilisait une antenne à balayage électronique pour guider les armes avec précision. Ce module particulier opérait dans les bandes centimétriques et millimétriques. Un canal optique passif complétait la vision globale de l'espace de combat. Les essais rigoureux menés en 2006 avaient définitivement prouvé la viabilité de cette nouvelle architecture électronique. Ce bond technologique s'est immédiatement transformé en succès commercial. L'Algérie représente le plus grand pays du continent africain par sa superficie terrestre totale. Pour sécuriser un tel espace, le gouvernement algérien a déboursé 500 millions de dollars. La commande massive comprenait 38 complexes anti-aériens. La dynamique de vente ne s'est pas arrêtée à cette livraison.
La Syrie, le Sultanat d'Oman, le Brésil, l'Iran et l'Irak ont officiellement signé leur propre contrat d'acquisition. Pour honorer cette succession de contrats internationaux, les ingénieurs russes devaient repenser la structure physique de l'arme. Le lourd châssis Kamaz 6560, doté de 8 roues motrices, semblait incarner toute la puissance du complexe. Pourtant, la réalité technique s'avérait strictement inverse. Ce grand camion blindé n'était qu'un simple moyen de transport interchangeable. L'essence même de l'arme reposait intégralement sur 4 blocs amovibles, totalement indépendants du véhicule porteur. Les lourdes vibrations du moteur diesel de 400 chevaux secouaient la cabine lors des longs déplacements sur les sols sablonneux. Cette plateforme propulsait l'ensemble à 90 km/h sur route goudronnée et garantissait une autonomie de 500 km. Une protection balistique de base protégeait l'équipage contre les éclats et les tirs d'armes légères. Cependant, la valeur commerciale découlait directement de l'architecture supérieure, exploitant les 20 tonnes de charge utile du camion. L'installation se composait d'un module de commandement abritant un équipage de 3 opérateurs. Une station électrique dédiée fournissait une énergie constante aux composantes de tir et de détection. Le module d'armement réunissait physiquement les canons à tir rapide et les conteneurs de missiles. Une tourelle assurait le mouvement ininterrompu de cet arsenal sur 360 degrés. Cette séparation des éléments expliquait l'attrait commercial immédiat pour les forces étrangères. Les clients pouvaient détacher l'intégralité du bloc de combat pour le greffer sur des camions Oural. L'adaptation restait également possible sur des blindés de transport de troupes ou sur des plateformes chenillées. L'indépendance énergétique des modules permettait même une installation purement stationnaire sur le toit d'un bâtiment. Pour couronner cette indépendance, les concepteurs concentrèrent tout l'arsenal sur une unique tourelle rotative. Autrefois, le premier prototype se contentait d'un seul canon. La version d'exportation reçut 12 conteneurs de missiles et 2 canons jumelés. Les lanceurs flanquaient l'installation par groupe de 6. 2 canons automatiques de 30 mm occupaient l'espace central. Leur tube mesurait 3,47 m. La tourelle pivotait brusquement vers une nouvelle cible. Un cliquetis métallique sec résonnait à l'intérieur. Le mécanisme changeait de bande de munitions en pleine rotation. Cette alimentation sélective permettait de basculer instantanément entre différents obus selon la menace. La cadence atteignait 5000 coups par minute. Par conséquent, la réserve de 1400 obus s'épuisait en moins de 17 secondes de feu continu. La résistance de l'acier imposait ses propres règles. Chaque arme supportait 8000 tirs avant un remplacement complet. Ce dispositif abattait les cibles aériennes jusqu'à 4 km de distance et 3 km d'altitude. Contre l'infanterie ou les véhicules terrestres, la distance d'engagement descendait à 200 mètres. L'ordinateur de bord prenait immédiatement le relais pour gérer cet arsenal dense. Le commandant de l'équipage validait la décision d'engagement en observant l'écran principal où clignotaient 20 échos simultanés. La station de détection balayait l'espace aérien sans interruption, identifiant la vitesse, les coordonnées et l'appartenance de chaque aéronef. Une fois la menace confirmée, le radar de poursuite prenait le contrôle direct de la séquence. Ce dispositif guidait 4 missiles vers 3 cibles distinctes en même temps. Sa portée d'acquisition atteignait 34 km, accordant aux opérateurs une marge temporelle cruciale. Pour les cibles volant à très basse altitude, un canal optronique prenait le relais afin de contourner les interférences du sol. Le blindé engageait jusqu'à 4 objectifs simultanément en combinant ses armements selon la distance. Au-delà de 4 km, la machine lançait un missile. En deçà de cette ligne, les canons entraient en action. L'efficacité optimale exigeait une coordination à l'échelle d'une région entière pour protéger les infrastructures critiques. Une batterie regroupait 6 engins de combat et un véhicule de rechargement. Cette formation devenait le bouclier rapproché pour les divisions de missiles à longue portée. L'armée russe a officiellement adopté ce dispositif en 2012. Cette validation militaire est survenue plusieurs années après le financement intégral du projet par des acheteurs étrangers. Le matériel, financé et éprouvé à l'exportation, est finalement revenu équiper son pays concepteur. Le coût d'un seul exemplaire oscillait entre 15 et 20 millions de dollars. Les usines ont achevé la fabrication de 116 engins pour les forces terrestres russes. L'intégration de cette flotte onéreuse imposait un défi tactique. L'ordinateur gérait l'arsenal, mais la réalité a vite rattrapé la théorie. L'engin blindé présentait des limites.
Les militaires ont identifié plusieurs défauts concrets lors des manœuvres. La première faille concernait la mobilité. Les manuels promettaient un repli en 5 minutes. La pratique a contredit ces chiffres. Replier les radars et verrouiller les équipements exigeait 8 à 9 minutes. L'équipage devait abaisser la tourelle avant d'ordonner le mouvement. Ce délai paraissait minime sur le papier, mais il devenait critique sur le front. Une fois les tirs effectués, le panache de fumée révélait l'emplacement. Chaque minute statique augmentait le risque de destruction par l'artillerie ennemie. Le deuxième obstacle frappait le ravitaillement. 12 missiles composaient l'armement principal. Une fois les tubes vides, la cadence de tir s'effondrait. Le véhicule de rechargement nécessitait 30 minutes pour installer de nouvelles munitions. 30 minutes de vulnérabilité. Face à des vagues de missiles de croisière, cette attente laissait le ciel grand ouvert. Pendant ce délai, l'équipage scrutait les écrans sans pouvoir agir au loin. Seuls les canons anti-aériens restaient actifs. Leur portée maximale ne dépassait pas 4 km. Le complexe perdait sa force d'interception lointaine. Les installations terrestres perdaient leurs boucliers. L'unité devait s'en remettre à la couverture d'autres bataillons. Ce besoin de couverture externe s'aggravait considérablement dès que les conditions météorologiques se dégradaient sur le théâtre des opérations. La dépendance climatique réduisait drastiquement les capacités de détection des radars lors de fortes précipitations. Les unités déployées le long des zones côtières ou montagneuses souffraient particulièrement de ce défaut inhérent. Une chute immédiate de la précision des tirs accompagnait chaque apparition de brouillard dense. La portée d'engagement de 20 km se heurtait également à la réalité physique des combats. Cette distance maximale n'était valable que pour des cibles évoluant à moins de 80 mètres par seconde. Face à des objets plus véloces ou limites de la portée, la probabilité d'interception s'effondrait. Les méthodes de guidage des missiles soulevaient d'autres interrogations pour le positionnement sur l'échiquier militaire. L'alignement sur 3 points et le redressement partiel restreignaient les capacités face aux cibles manœuvrables. Un aéronef modifiant brusquement sa trajectoire échappait souvent à cette logique d'interception. Le blindage léger du châssis constituait une vulnérabilité critique supplémentaire sur le terrain de bataille. L'équipement ne pouvait pas opérer à proximité immédiate de la ligne de front avec l'infanterie. Le risque de destruction par un tir direct ennemi empêchait tout déploiement avancé. Cette vulnérabilité théorique n'a pas retardé le baptême du feu. L'armée syrienne a réceptionné ses Pantsir avant la guerre civile. Dès les premiers combats, ces véhicules ont rejoint la ligne de front. En 2015, le contingent russe est arrivé. Moscou a déployé ses propres complexes pour défendre la base de Khmeimim dans la province de Latakia. La menace locale est vite devenue massive. Les groupes armés lançaient des dizaines de drones artisanaux. Leur cible ne changeait pas. Il fallait détruire les bombardiers stationnés et les soutes à munitions. Sur le périmètre extérieur, les Pantsir interceptaient ces petites menaces. Le commandement a rapporté plusieurs attaques nocturnes repoussées sans dommages. Mais des destructions matérielles ont rapidement suivi. En 2018, l'aviation israélienne a attaqué le territoire syrien. Plusieurs complexes anti-aériens locaux ont explosé avant de tirer le moindre missile. La vidéo de l'impact, filmée par le projectile kamikaze, a fait le tour d'Internet. Ces images ont relancé les critiques sur l'efficacité de l'équipement. Cependant, les engins détruits appartenaient uniquement aux artilleurs syriens. Leur formation restait insuffisante pour affronter des chasseurs modernes. Avant l'explosion, les radars de détection des Syriens étaient éteints. Les machines roulaient en simple position de transit. L'équipage était aveugle. Au même instant, les opérateurs russes retranchés à Khmeimim continuaient le combat. Le conflit a livré des données inestimables aux industriels d'origine. Chaque interception et chaque perte ont fait l'objet d'analyses approfondies. À Toula, les ingénieurs intégraient ces relevés pour modifier l'électronique de tir. Ces données récoltées sur le terrain ne restaient pas confinées dans les archives de Toula. Les informations transformaient la conception même du système de défense antiaérienne. Alors que le modèle de base équipait plusieurs continents, les bureaux d'études concevaient une architecture nouvelle pour des missions spécifiques. L'année 2015 marque l'arrivée du Pantsir S2. La guerre contemporaine changeait de forme. Les drones, autrefois de simple curiosité, devenaient un outil standard sur les théâtres d'opération. Beaucoup de ces appareils pèsent moins de 5 kg et naviguent au ras du sol. Pour traiter cette menace, les ingénieurs ont intégré une station optoélectronique inédite. Ce capteur traquait les cibles volantes à très basse altitude. Un radar multifonction entièrement remanié filtrait les échos terrestres pour repérer ces objets discrets.
L'évolution s'est accélérée avec la modification suivante. Le développement du Pantsir S1M a étendu les capacités d'interception. La détection des cibles a atteint 80 km. La portée de destruction a bondi à 30 km, dépassant largement les 20 km de la version initiale. Cette extension des performances offrait un avantage tactique majeur. Le complexe identifiait les cibles avant que l'adversaire n'atteigne sa propre ligne de tir. Les analystes russes soulignaient que cette variante pouvait intercepter les roquettes des lance-roquettes multiples. L'efficacité de ces paramètres techniques exigeait une confrontation directe. Les ingénieurs devaient maintenant vérifier ce matériel sur un véritable champ de bataille. Les essais de terrain s'accompagnaient d'une offensive commerciale. La variante d'exportation Pantsir S1 ciblait les clients internationaux. Elle reposait sur un châssis SX-45 avec le missile 9 M311. Cette adaptation visait les États conservant leur plateforme roulante. Ces pays refusaient les porteurs d'origine russe. La modularité, pensée par les ingénieurs de Tula, accélérait la transition. Le transfert s'effectuait sans refonte de l'architecture. La modification terrestre la plus inhabituelle fut le modèle SMBM. Les concepteurs actèrent une véritable rupture technologique. Ils retirèrent intégralement les canons anti-aériens du véhicule. La dotation en missiles passa de 12 à 24. Les techniciens démantelèrent le dispositif de désignation de cible. Les postes de commandement extérieur assuraient le guidage. L'engin devenait un pur arsenal de frappe. Il pouvait saturer l'espace aérien adverse. Les coordonnées de tir affluaient par des liaisons cryptées. Les radars des batteries voisines transmettaient les données en temps réel. Cette répartition tactique prenait une ampleur redoutable sur le terrain. Certaines machines verrouillaient les aéronefs en vol. Les modules TBM adjacents abattaient chaque cible à portée. Une ligne de développement distincte voyait le jour. Cette efficacité terrestre imposait une évolution vers les espaces maritimes, avec la déclinaison Pantsir M. Sa conception interne rompait avec le modèle classique pour s'adapter aux ponts encombrés des navires de guerre. Les ingénieurs réduisirent la dotation lourde de 12 conteneurs de lancement à seulement 8 tubes, organisés de façon symétrique en 2 blocs de 4. Les canons de 30 mm 2 à 38 M furent retirés et remplacés par des systèmes rotatifs GSH-630 dotés de 6 tubes. Cette cadence de feu extrême offrait aux équipages une barrière défensive terminale, capable de pulvériser les missiles antinavires lors de leur ultime approche rasante. À cet instant critique, les autres défenses antiaériennes du croiseur manquaient cruellement de temps matériel pour réagir et engager la cible. L'adaptation aux environnements difficiles donna ensuite naissance à la version SMS, pensée spécifiquement pour les troupes aéroportées et mécanisées. L'intégration du complexe sur un châssis à chenilles garantissait une mobilité opérationnelle rigoureusement équivalente à celle des chars de combat principaux. Le système anti-aérien pouvait ainsi manœuvrer directement au sein des formations blindées sans jamais freiner la progression de l'offensive terrestre. Cette modification structurelle embarquait simultanément 2 types distincts de missiles guidés pour traiter une grande diversité de cibles évoluant à des altitudes variées. Les concepteurs militaires repoussèrent ces performances balistiques avec le déploiement de la variante modernisée SM. Cette dernière itération technologique allongeait la portée de destruction à 40 km et poussait la capacité de détection radar jusqu'à 75 km. Ce complexe d'armement avait pourtant failli disparaître au fond d'usines ruinées lors de l'effondrement économique soviétique. Il se déployait désormais sous la forme d'une vaste famille de systèmes de combat protégeant l'espace aérien depuis les sables brûlants du Moyen-Orient jusqu'aux immensités océaniques. Chaque châssis quittant les chaînes d'assemblage perpétuait l'héritage technique des maîtres armuriers de la ville de Tula. Ces manufactures historiques continuaient ainsi de forger le bouclier militaire et géopolitique de la nation.